Hello, 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 hello. Nouveau setup, un micro. J'espère que du coup le son sera meilleur. La semaine passée, j'ai posté une vidéo sur le fait de rentrer avec un contrat de salarié ou comme entrepreneur. Pour être honnête, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Les deux options sont chouettes, mais elles vous demandent des engagements différents. Elles vous demandent peut-être des perspectives différentes. Donc c'est important de juste connaître les avantages des deux côtés avant de prendre sa décision. Le plus important étant évidemment de revenir. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet qui touche ou qui en tout cas inquiète beaucoup les jeunes parents afropéens quand ils envisagent de rentrer sur le continent africain, c'est comment ça va se passer avec les enfants. Alors, je vais pas vous mentir, il y a clairement beaucoup de choses qui sont galères avec des enfants ici. Qui sont galères pour nous parce qu'encore une fois, on vient de deux cultures, qu'on le veuille ou non. À partir du moment où on a vécu en Occident, on a été influencé par ce qui se passe là-bas et par rapport à l'éducation, par rapport aux soins de santé, par rapport à l'école. Il y a tellement de choses différentes que du coup, je comprends bien que parfois ce soit un peu stressant de se dire mais attends, on va amener notre enfant qui est né et qui a passé ses 3 premières années de vie à Paris, à Kigali, à Abidjan ou à Kinshasa, comment ça va se passer, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que c'est pas risqué, etc. Alors, je vais vous parler des galères, comme ça vous les connaissez. Parce qu'une fois qu'on sait les choses, on peut trouver des solutions. En tout cas, moi c'est ma vision, je préfère savoir ce qui peut être compliqué et savoir comment gérer, plutôt que d'arriver un peu comme ça naïvement et puis de tomber de haut quand la réalité frappe. Donc, j'ai pris des notes, parce que sinon, vous le savez bien, je digresse énormément. Parmi les galères principales, il y en a une qui est un peu surprenante, parce que c'est à la fois une galère et un bénéfice, c'est le sujet de la nounou. Alors, bien sûr, un des avantages de revenir sur le continent, c'est que avoir du personnel, des employés qui travaillent à la maison, que ce soit un cuisinier, que ce soit une nounou, c'est quelque chose d'absolument normal ici. Ça l'est nettement moins, en tout cas moi ça l'était vraiment pas du tout en Belgique, et je pense que pour beaucoup d'entre nous en Europe ou en Occident, c'est un luxe complètement inabordable, inenvisageable. On n'ose même pas en rêver, on se débrouille avec notre conjoint, on a parfois l'aide de la famille, on a parfois quelqu'un qui vient faire quelques heures de ménage par semaine, mais ça s'arrête là. Ici, vous avez la chance, vous pouvez trouver des nounous. Le problème, c'est que si c'est un truc positif d'avoir une nounou, recruter la nounou qui vous correspond et qui va correspondre à votre enfant, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un peu comme pour l'immobilier, le marché il est un peu faussé sur le continent parce que les expatriés, n'ayant pas le même pouvoir d'achat, payent des salaires beaucoup plus élevés à leurs employés. C'est pas en soi un problème, enfin moi je dis toujours, si on peut payer quelqu'un plus que le salaire basique local, il faut le faire. Le souci c'est que du coup si vous n'avez pas les moyens d'un expatrié, vous allez parfois faire du recrutement et tomber sur des personnes qui vont demander des salaires que vous ne pouvez pas payer parce que vous êtes revenu à votre compte et que vous ne générez pas encore un salaire ou un revenu fixe, parce que vous avez un contrat local et que du coup vous ne gagnez pas la même chose qu'un expat et vous ne pouvez pas mettre le même montant dans la garde de vos enfants. Et du coup là, vous allez peut-être parfois vous dire mais en fait, on m'a dit que c'était génial, que j'allais trouver une nounou, mais c'est pas si évident que ça. Le souci qui suit, c'est que du coup, vous allez devoir recruter une nounou qui peut-être n'a jamais travaillé pour une famille d'expatriés et qui donc ne connaît peut-être pas le style d'éducation que vous prenez à vos enfants. Je sais pas moi, si vous êtes en mode jouer Montessori, si vous êtes en mode des enfants qui mangent par eux-mêmes, là je connais plus le nom, mais vous voyez de quoi je parle, la nounou, ces choses-là, elle ne les connaîtra peut-être pas. Cela dit, rien ne vous empêche de lui enseigner. Vient du coup l'autre problème, c'est que parfois du coup cette nounou plus locale, on va dire, donc qui n'est pas habituée à travailler des expatriés, parfois ne parle pas bien français, ne parle pas bien anglais. Pour nous, c'était pas un problème parce que nous souhaitions que nos filles apprennent leur langue maternelle, grand maternelle. Et du coup, on n'a eu aucun problème à trouver une nounou parce qu'on n'avait pas besoin qu'elle parle anglais et français. On souhaitait absolument qu'elle parle Kinyarwanda et qu'elle puisse l'apprendre aux filles. C'était forcément plus compliqué pour moi de communiquer avec elle, mais quand on a des gens de bonne volonté, c'est quand même assez simple d'expliquer des choses et ça m'a permis à moi de mieux comprendre le Kinyarwanda et à elle d'améliorer son français et son anglais puisqu'aujourd'hui, elle peut vraiment littéralement tenir une petite conversation en français avec nous, ce qui n'était pas le cas quand elle est arrivée au tout début.
j'ai dû lui expliquer quelles étaient mes attentes. N'attendez pas que la nounou devine ce qui est important pour vous et pour vos enfants. Ici, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les nounous, elles veulent tellement bien faire qu'elles sont beaucoup trop coulantes avec les enfants. J'ai jamais eu de problème de nounou trop sévère, mais j'ai pas mal de problèmes de nounou trop coulantes à qui je vais dire maintenant ça suffit parce qu'en fait, tu ne nous aides pas et tu n'aides pas l'enfant en le laissant tout faire. Les enfants ont besoin de limites. Si c'était ton enfant, je sais que tu en poserais. Je te demande de poser les mêmes. Bien sûr, j'avais aussi précisé que chez nous, on ne tape pas. Voilà, il n'y a pas de violence physique, mais on réprimande, on punit. Ça, c'est tout à fait normal et c'est pas quelque chose qui est interdit. Donc voilà, j'ai dû lui expliquer quelles étaient mes attentes aussi au niveau alimentaire, qu'est-ce que les enfants peuvent ou ne pas manger. J'ai laissé pas mal les nounous, j'ai laissé pas mal les nounous ajouter les aliments de la culture rwandaise que je ne connaissais pas, par exemple les bouillies pour le petit déjeuner, le fait que les enfants boivent du lait assez tard ici. Moi, ça me surprend toujours un peu, mais mes filles ont toujours adoré, donc j'ai laissé faire. Et voilà, au fur et à mesure, on a trouvé nos marques et on a trouvé une personne avec qui on est depuis maintenant 2018 quand même, donc on est en 2023, et qui nous avait accompagnés même quand on est parti à Kinshasa. Donc voilà, c'est un peu vraiment notre Mary Poppins. Elle ne fait pas tout, mais c'est vraiment mon bras droit, mon allié, ma wing girl. Elle va par exemple préparer le petit déjeuner des enfants le matin pendant que les filles se brossent les dents et s'habillent. Elle va ranger la chambre des enfants avec les enfants maintenant qu'elles sont grandes, mais sans les enfants quand elles étaient petites. Voilà, elle peut nous dépanner pour plein de petits trucs. Puis le soir, quand on sort, on a quelqu'un à la maison, ce qui est, je dois avouer, d'un confort infini. Donc voilà, ça c'est pour la partie nounou. Une autre galère qui était un peu inattendue pour moi, donc quand on est arrivé, notre fille aînée avait 2 ans et demi, donc elle était déjà grande, plus besoin de couches, plus besoin de lait, du lait normal c'était bon, mais plus besoin de lait industriel. Et puis on a eu notre deuxième fille en 2016, avec qui je suis revenue quand elle avait pile poil 1 mois. Et là j'ai découvert en fait le prix des couches. Le prix des couches, ici, c'est un truc de dingue. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à Kigali, parce qu'on a beaucoup de taxes, parce qu'on est un pays où il n'y a pas de port, donc quand il y a des importations, elles arrivent dans les pays voisins, puis nous, on doit encore les transporter, donc forcément, ça augmente les coûts. Mais les prix sont dingues. À l'époque, un paquet de couches d'une marque de supermarché, donc je ne parle même pas d'une grande marque, vraiment d'une marque de supermarché, on était entre 15 et 20 euros pour quelque chose qui devait coûter 7 euros à ce moment-là en Europe. Aujourd'hui, on est à 25, 26, 27 euros pour le même produit parce que les taxes ont augmenté et que ça s'est répercuté aussi sur les couches. Pareil pour le lait, donc j'ai allaité, du coup je ne me suis pas posé la question du lait pendant très longtemps. Et puis à 9 mois, quand on a terminé l'allaitement, elle et moi, j'ai commencé à regarder pour du lait et le lait importé, les marques un peu connues, Nan, tous ces trucs-là, c'était genre 30 euros à peu près la boîte. Et je dois dire que ça m'a un peu dissuadée d'utiliser du lait de deuxième âge. Donc il faut savoir que pour notre fille aînée, alors qu'on était en Belgique, j'avais une chouette pédiatre qui à l'époque m'avait dit, et vous savez, si l'enfant est bien diversifié, quand elle arrive à 1 an, ces histoires de lait, deuxième âge, troisième âge, c'est beaucoup de marketing, mais dans la réalité, en fait, si votre enfant boit 2 biberons par jour de lait entier, ce sera pareil. Ce sera peut-être même mieux, parce qu'il y a juste du lait dans le lait entier, alors que dans tous ces laits industriels, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc elle m'a dit, si votre enfant est bien diversifié, ça c'est important, parce que si votre enfant n'est pas bien diversifié, qui chipote, qui ne mange pas bien, vous aurez besoin de ces laits vendus en pharmacie et en supermarché. Mais si votre enfant est bien diversifié, mange un peu de tout, et qu'il n'y a plus que 1 ou 2 biberons par jour, le lait entier fera très bien l'affaire. Pour être honnête, c'est comme ça qu'on a survécu pendant des siècles et des siècles, avant qu'on lance l'ère industrielle avec tous ces laits qu'on doit vendre. Bref, autre sujet. Du coup, elle avait 9 mois, j'ai juste pris jusqu'à ce qu'elle ait 1 an, parce que juste psychologiquement, je pense que j'avais vraiment peur de la mettre au lait entier avant ses 1 an. Et puis on l'a mis au lait entier, donc il faut savoir qu'à Kigali, on peut avoir un gars qui nous livre du lait frais tous les jours, donc on avait le gars qui nous livrait du lait frais, que la nounou faisait bouillir, et puis ça c'était vraiment son lait pour elle, et elle nous dégommait presque le litre par jour, puisqu'elle avait 2 biberons
c'est quoi, 270 millilitres, un truc pareil. Donc voilà, c'est vraiment un coût à ne pas sous-estimer. Du coup, les solutions possibles, c'est quoi? Venir avec des couches lavables, ça va vous faciliter la vie, mais de malade. Et pour le lait, ben, voir aussi avec votre pédiatre, comme moi j'ai vu avec la mienne, soit essayer de tirer la laine le plus longtemps possible de façon à ce que du coup les besoins en lait de votre enfant soient couverts par vous-même, et ça c'est gratuit, enfin c'est gratuit. On est d'accord que ça fatigue la maman et qu'on n'a pas tout le temps envie d'être juste la mère nourricière, mais cela dit c'est gratuit. Et puis de passer au lait entier parce qu'en fait, oui, dans la plupart des gens autour de vous ici n'achètent pas ces marques-là, Nestlé, tout ça, etc. C'est des trucs qui viennent d'Europe. Ce n'est pas comme ça que l'humanité a survécu jusqu'à aujourd'hui. Si votre enfant a des allergies alimentaires, là, vraiment, je vous conseille carrément de faire du stock. Je sais qu'il y a des mamans qui ont des enfants qui malheureusement ont plein d'intolérances, y compris au lactose, qui du coup doivent avoir des laits spéciaux. Là, il va falloir faire du stock. C'est-à-dire que quand vous allez aller en Europe, ou quand des amis viennent, il faut remplir la valise avec ce lait. On ne vous dérangera pas la donne par rapport à ça et vous aurez vos stocks et ce sera à des prix abordables. En plus, parfois, vos assurances en Europe couvrent ce genre de choses. Ici, si le lait normal, basique, est déjà autour de 30 balles la boîte, je vous laisse imaginer le coût pour les laits spéciaux. Donc vraiment, c'est quelque chose à anticiper absolument. La troisième chose qui, moi, m'a surpris, enfin, j'aurais pas dû, hein, j'aurais dû m'en douter, mais c'est le coût de l'école. Comme je vous le disais, l'éducation sur le continent, c'est un des parents pauvres de nos pays. On a beau évoluer sur plein de trucs, on a beau avoir des pays qui avancent, qui se développent, etc. L'éducation, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'y met pas forcément les moyens, je pense. Et du coup, les écoles publiques, en tout cas, si vous venez d'Europe ou si vous comptez voyager dans d'autres pays, le niveau ne sera pas suffisant pour vos enfants. Et vous n'aurez pas envie de les mettre dans ce genre de système scolaire où c'est beaucoup d'apprentissage par cœur, beaucoup de c'est comme ça et pas autrement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'éducation, ben, c'est un peu différent et qu'il faut que l'enfant puisse poser des questions, puisse apprendre sous d'autres formes que simplement les formes par cœur. Et donc, voilà, nous, on s'était dit qu'on allait prendre une petite école maternelle pour Adèle quand on est arrivé en 2014, mais même ça, j'avais pas forcément trouvé de petite école maternelle avec le minimum d'attentes que j'avais. J'ai vraiment pas des grandes attentes, mais qui correspondaient quand même un peu à nos valeurs. Du coup, on avait dû prendre une petite école privée qui était tenue par une Rwandaise, qui était très très chouette, petite école, mais elle suivait le programme belge. Donc du coup, c'est une école privée. Donc il y a les écoles publiques, les écoles privées, puis les écoles internationales. Ensuite, quand vient le temps de passer justement en primaire, pour nous, c'était important que nos filles aillent dans une école internationale parce que on n'est pas sûr de rester ici toujours, on va peut-être bouger dans d'autres pays. Et l'avantage quand on vient d'un cursus du type Cambridge, bac international, école française ou école belge, c'est que généralement on peut retrouver ces écoles-là dans les autres pays africains et du coup on peut obtenir des places dans ces écoles plus facilement. Maintenant, sachez que du coup ces écoles ne sont pas gratuites. Il faut en moyenne compter au minimum, je dis bien au minimum, 3 000 $ par an. Ça, c'est le minimum pour genre les maternelles. Arrivé en primaire, les prix changent aussi parce que les enfants ont d'autres types d'apprentissage, donc on va plus être autour des 3 500, 4 000, et ça peut monter jusqu'en 5 000 en secondaire. Ça, c'est des écoles internationales pas chères, parce qu'il y a des écoles internationales où vous allez payer 3 ou 4 fois ça. Il y a des écoles ici où les parents payent par an 15 000 $. Il y a des écoles où les parents payent 10, 12, ça dépend vraiment. Et puis dans les autres capitales africaines aussi, ça peut être les mêmes montants. Donc le minimum dont je vous ai parlé, je pense que c'est un minimum qui est quand même assez général. On peut toujours trouver une école dans ces minimums-là. Mais les écoles un peu cotées ou les écoles américaines sont extrêmement chères en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Encore une fois, si vous revenez comme salarié, si vous savez ça, essayez de faire couvrir une partie des frais scolaires par votre entreprise. Il y a plein d'entreprises ou plein d'organismes qui payent les frais scolaires de vos enfants à partir du moment où vous êtes salarié chez eux. C'est encore une bonne raison peut-être de choisir parfois de revenir dans un contexte un peu plus enquiquinant qui est celui du salariat.
et puis de se lancer dans l'entrepreneuriat quand ce sera un peu plus rentable, où vous aurez déjà bien avancé et que vous pouvez couvrir du coup les frais scolaires de vos enfants. Mais sinon, vraiment, si votre employeur couvre, faites-vous plaisir, choisissez l'école que vous voulez. Je suis quelqu'un qui est profondément contre le système des écoles privées internationales, mais vraiment, malheureusement, sur le continent, surtout si vous comptez bouger, surtout si vous voulez laisser la porte ouverte à vos enfants de pouvoir retourner vers cet autre pays, parce que pour l'université, clairement, ce sera probablement plus intéressant, eh bien, l'école internationale, c'est vraiment pas possible de passer à côté, en fait, malheureusement, parce que les gouvernements ne font absolument rien pour que l'école publique soit à un bon niveau, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et enfin, le dernier point qui m'avait semblé aussi très très cher et que j'aurais aimé savoir, ce sont les soins de santé. On revient au même problème que pour l'éducation. La santé publique, c'est encore aussi un souci parce qu'on ne met pas assez, on n'investit pas assez dedans. Donc la part des médecins, quand ils vont étudier à l'étranger, ne reviennent pas. Et on ne peut pas les blâmer parce que franchement, vu les conditions de travail, vu le système ici, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de venir et d'être confronté à beaucoup plus de difficultés que ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, trouver des médecins généralistes, des pédiatres pour le quotidien, franchement, pas de problème. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Mais s'il devait arriver quelque chose de plus sérieux, prenons un truc que je sais pas, assez courant, se casser une jambe, se casser un bras, alors vous pouvez tomber sur un super médecin, une super petite clinique où tout sera bien fait, mais vous pouvez aussi tomber sur une clinique qui est censée avoir une bonne réputation et qui va vous faire le pire plâtre de votre vie, ou qui va faire du bricolage, ou qui va... en fait, ils ne savent pas très bien ce qu'ils font, mais au lieu de vous le dire, ils vont quand même essayer de faire un truc. Et c'est vraiment, il y a vraiment des histoires un peu effrayantes malheureusement par rapport à ça, par rapport aux problèmes de santé qu'on peut rencontrer et aux risques qui peuvent en découler. Du coup, avoir une assurance santé, pour moi, c'est non négociable. C'est une des premières choses que vous devriez prendre. C'est avant de partir, vous renseigner. Dans certains pays, on peut garder une assurance continue quand on part à l'étranger, en tout cas les premières années. Dans d'autres pays, on ne peut pas. Il existe des assurances privées internationales. Nous, on a la même depuis 4-5 ans. On ne l'a jamais vraiment utilisée. Mais je sais qu'elle est là. Et si demain, il y avait un problème grave, on pourrait être rapatrié soit vers le Kenya, qui est un des pays où les soins de santé sont à un niveau correct, l'Afrique du Sud, ou notre pays d'origine, enfin de là où on vient, donc la Belgique. C'est rassurant de savoir qu'on a cela parce que vraiment chaque année il se passe des trucs et on se dit oh là là, si ces gens avaient eu une assurance, ça aurait quand même bien simplifié la mésaventure par laquelle ils sont passés. Parce qu'imaginons qu'il se passe un truc, on est stressé, on est angoissé, et en plus si on doit se payer nos frais de rapatriement à ce moment-là, c'est des montants qui sont effrayants littéralement. Donc vraiment super important de prendre une assurance santé. Le problème c'est que oui, ça a un coût. Ça a un coût. Nous on est aux alentours de 450 $ par mois. Cela dit, ça couvre aussi nos consultations. Donc si on va chez le médecin, on scanne, on renvoie, il nous rembourse 80% de la consultation. Pareil pour les médicaments. Donc l'un dans l'autre, moi, ça ne me semble pas si cher que ça parce qu'au final, avec tous les petits trucs, les petites prises de sang, ben, on récupère quand même une bonne partie. Elle nous couvre aussi sur tout le continent et pour tous nos voyages, sauf les États-Unis où là, il faut rajouter un supplément si on veut aller là-bas. Et donc, je ne dois plus prendre l'assurance voyage santé. Et ça, c'est aussi un souci en moins dans ma tête quand on part en vacances. Et donc voilà, il en existe des moins chers. Certaines personnes ne prennent que l'assurance hospitalisation et rapatriement. D'autres personnes ne prennent justement que les consultations parce qu'ils ont encore une assurance hospitalisation par leur employeur. Bref, il y a 1000 options, mais renseignez-vous. C'est un coût important et c'est un coût à ne pas négliger. Alors voilà, là je vous ai un peu dressé la liste de ce qui est cher et qui du coup pèse dans la balance quand on se dit est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas. Mais très honnêtement, si vous pesez le pour et le contre de revenir avec vos enfants sur le continent, ces 4 raisons-là ne devraient pas être suffisantes pour ne pas revenir. La balance positive-négative, elle va clairement plus dans le sens positif que négatif. Avoir des enfants qui vivent dans un climat agréable, c'est déjà réduire par exemple tout ce qui est soins de santé. Enfin, en tout cas, moi, je les trouve nettement moins malades que notre fille aînée qui a passé 2 ans en Belgique et où chaque hiver, c'était l'abonnement chez le pédiatre littéralement.
Il y a le bénéfice de la qualité de vie. Donc oui, c'est peut-être compliqué de trouver une nounou, mais quand on en a trouvé une et qu'on a notre Mary Poppins, franchement, le confort que j'ai de ne jamais devoir me soucier de qui va garder mes enfants, si je peux pas aller quelque part, oh mon Dieu, comment je m'organise, c'est un confort qui est incroyable. Il y a le fait qu'elles apprennent d'autres langues. Nous, que ce soit ici, parce qu'on a choisi une école en anglais, parce qu'on a demandé à nous de leur apprendre le Kinyarwanda, et qu'on se retrouve du coup avec des petites filles qui sont trilingues, ce qui est vraiment non seulement absolument mignon et adorable à écouter, mais aussi qui est quelque chose qui, je pense, est un excellent exercice pour plus tard, parce que une fois qu'on connaît 3 langues, je pense qu'en apprendre d'autres, c'est pas très très compliqué. Et puis enfin, il y a aussi le fait que l'identité de vos enfants, ici, elle n'est jamais remise en question. Alors oui, bien sûr, beaucoup de gens vont peut-être trouver que vos enfants sont un peu des petits blancs, et c'est le cas, parce que si vous les éduquez comme vous voyez qu'on éduque les gens en Europe, vos enfants sont forcément des petits blancs comparés aux enfants d'ici, même s'ils ne sont pas blancs. À côté de ça, leur identité n'est jamais vraiment remise en question ou constitue un problème. Je ne me suis jamais inquiétée de savoir si à l'école, les profs allaient être limite ou tenir des propos que je devrais expliquer à mes enfants plus tard. Je ne me suis jamais souciée de me demander si des gens allaient critiquer leurs cheveux, leur physionomie ou des choses pareilles. Je ne me suis jamais inquiétée oui, de savoir si elles allaient apprécier qui elles sont, leurs origines, etc. Parce qu'en étant ici, elles sont entourées de gens pas forcément comme elles, mais de partout, de plein de styles différents, et du coup, ça leur permet de grandir dans une confiance dans leur identité que je ne pense pas qu'on aurait pu avoir en Europe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile dans votre prise de décision. Si vous avez des questions sur d'autres domaines, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à partager si ça vous a intéressé à des amis qui envisagent peut-être de revenir, à ceux qui viennent juste de revenir ou hésitent encore. Et puis voilà, on se revoit bientôt, on est ensemble.